la fidélisation des collaborateurs, l'idée c'est de vous présenter un peu ce qu'on utilise nous en interne, qui sont les formations en soirée, où on a essayé d'exploiter une idée qui avait été poussée par des consultants et finalement après on se l'est approprié à un niveau managérial pour s'en servir dans diverses déclinaisons. Donc en quelques mots, je vais vous présenter le groupe Viséo, donc qui est maintenant la maison mère d'Objet Direct. Donc c'est un groupe de 600 personnes qui a fait un chiffre d'affaires de 65 millions, donc c'est sans être un grand groupe, c'est quand même un groupe de taille relativement importante, et qui est toujours détenu par ses fondateurs, pas coté en bourse. Donc on a toujours beaucoup de pratiques qui sont issues de la base et qui sont remontées ou pas en fonction de la pertinence des pratiques en question. Donc on est positionné en France à différents endroits. Le principe du positionnement des différents bureaux était d'accompagner nos clients, donc aussi bien au niveau français qu'au niveau international. Donc la partie principale du groupe qui est portée par Viséo, c'est de travailler autour de l'ERP, et les clients parisiens pour la plupart qui avaient besoin de déployer leur corps modèle dans les différentes filiales nous ont demandé de les accompagner, soit en Asie, soit aux US. Donc le principe de cette expansion, on va dire, à l'international, c'était plus d'accompagner nos clients que d'aller chercher des marchés locaux, même si maintenant, étant implanté, on ne s'interdit pas forcément d'aller chercher de l'activité locale. Et de la même manière, on avait des positionnements locaux, enfin régionaux. Le seul positionnement qui est un peu atypique dans mon propos, c'est celui du Maroc. En fait, ça c'était lié à une crise de compétences côté ABAP. Donc les développements SAP se font en ABAP, qui est une espèce de COBOL, et en France, les gens ne souhaitaient pas particulièrement se positionner sur ce type de technologie. Donc plus que d'aller chercher de la main-d'œuvre à bas coût, la réflexion sur le montage de la filiale au Maroc était plus d'aller former des gens là-bas qui seraient OK pour travailler sur de la BAP, dans le même fuseau horaire et sur la même langue, donc finalement d'avoir une capacité de production supérieure. Après, du fait des coûts plus bas, ça permet aussi de former des gens, d'accepter un turnover et tout ça, mais clairement le positionnement était plutôt d'aller chercher de la capacité de production que des coûts. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on se positionne sur plusieurs cœurs d'activité, on va dire. Donc Objet Direct, qui est plus connu sur Grenoble, va travailler sur des développements spécifiques. Donc on va avoir du développement Java, .NET, dans le monde de l'agilité, de la formation. Il y a un slide pour présenter après on parlera plus tard alors. Ensuite, Viséo, donc comme je disais, eux, c'est spécialisé sur la partie ERP, donc avec des partenariats structurants autour de SAP et de Microsoft. Et puis aussi ce qui fait de la BI, qui finalement va permettre de faire le pilotage, donner un rendu sur tout ce qui est des processus de l'entreprise qui sont portés par l'ERP. Et puis il y a eu la construction de BU, qui sont plus des BU au service de l'activité qu'on peut trouver au-dessus. Donc l'outsourcing, comme je disais, c'est la partie réalisation qu'on va trouver au Maroc sur la partie ABAP. C'est aussi tout ce qui est activité de TMA et de MCO. Donc maintenance des projets. Une fois que les projets ont été réalisés dans les BU commerciales, et ensuite ils sont basculés dans des processus un peu plus outillés portés par la BU outsourcing. Et puis la BU recherche et innovation dont je m'occupe, qui elle a pour objectif de construire un peu l'avenir et de tirer les différentes offres de ces BU commerciales sur des nouveaux paradigmes, ou en fait de sortir de notre confort, on va dire, pour aller expérimenter des choses ou challenger un peu les business models et les périmètres, puisque suivre un éditeur, on va dire, dans le cas d'Objet Direct, c'est pas le cas, mais dans le cas d'Home6 et de Viséo, c'est quand même de récupérer un soft, de l'installer, de le paramétrer, etc. Et donc on subit un peu les positionnements des éditeurs. Donc mon activité, c'est justement d'essayer de reprendre la main tant que faire se peut. Donc focus sur Objet Direct, donc une partie
conseil et une partie réalisation de projet. Et dans la partie conseil, on voit en petit, on voit quand même, une partie formation qui va être la suite de la présentation en fait. C'est comment cette formation va finalement influencer toute l'activité de l'entreprise, même si en termes de chiffre d'affaires, ce n'est pas forcément l'activité prédominante. Et donc on a exploité, on exploite justement ce savoir-faire à différents niveaux, que ce soit commercial, mais aussi RH, sur ce on va se focaliser ce soir. Donc après, on voit les endroits où on intervient, donc sur la partie agilité, je pense que les gens de la salle sont à peu près éclairés sur le sujet. La modélisation, qui est un savoir-faire, on va dire, historique d'objet direct, donc tout ce qui est autour du ML et de la modélisation, le recueil des besoins avant de pouvoir le réaliser, et puis le développement dans diverses nouvelles technos qui commencent à avoir quelques années maintenant, et puis l'ouverture vers tout ce qui est dispositif mobile. Alors, le cœur de notre sujet, les formations en soirée, ou FES pour les internes. En fait, c'était un peu comme Sogilis en 2002. Objet Direct avait un partenariat avec Vatech Training sur la formation et donc était organisme de formation. C'était une petite société qui comptait sur Grenoble une vingtaine de consultants, donc une taille à peu près équivalente. Et donc on commercialisait cette offre de formation, mais en tant que consultant. Et on n'y avait pas forcément accès parce que c'était sympathique, mais c'était pour les clients, et nous, il fallait quand même qu'on facture pour faire tourner la boîte. Donc, on facturait. Donc, il y en avait quelques-uns qui étaient certifiés, donc qui étaient formateurs, et qui animaient ces formations pour les clients, mais pour la plupart, on était une grande partie de notre temps en mission. Et donc, nous est venue l'idée de dire, finalement, si on s'animait entre nous les formations le soir, on ne gênerait personne, on dispose de locaux, on dispose de cours, on a des formateurs certifiés, donc faisons cela. Et c'était vraiment une initiative de quelques consultants qui ne pouvaient pas suivre les formations et qui disaient moi je suis frustré de ne pas pouvoir profiter de ce partage de savoir, donc on va s'organiser ça, et donc on a commencé comme ça. Alors c'était lourd et ça a duré un temps, en fait c'était des formations classiques, donc des formations de 5 jours qu'on tronçonnait en soirée. Et donc on se prenait 8 soirées, pas de suite, mais une soirée par semaine où on venait au bureau de 6h à minuit pour faire la formation. Mais ça veut dire que tout le monde y avait accès et tous les gens qui voulaient le pouvaient. Donc c'était plutôt intéressant. Et ça permettait de partager le savoir sans contrainte client, j'allais dire en restant compatible avec les prérequis de la société. En 2008, on a une autre problématique qui était l'hétérogénéité des collaborateurs. Donc, moi j'étais passé responsable de l'agence de Grenoble et on avait une relativement belle image vis-à-vis de la clientèle, sur un positionnement plutôt d'expertise et d'un savoir-faire un peu poussé. Pour autant, on avait un recrutement qui était fait de beaucoup de débutants. Et on avait quelques experts, mais aussi quelques débutants. Et donc, quand les ingénieurs allaient en mission, ils se retrouvaient confrontés à « Ah vous venez d'Objet Direct, vous devez être balèze ». Et pour certains, c'était vrai, et pour d'autres, c'était moins vrai. Et donc, il fallait un peu réconcilier les deux aspects. Et donc, on s'est servi, on a relancé les formations en soirée, mais plus comme un outil de management. Donc, pour les juniors, c'était d'avoir un niveau minimal dans les différentes technos qu'on était amené à manipuler et qu'il était censé être capable de mettre en œuvre. Et puis pour les experts, c'était de pouvoir se challenger sur des technos qu'a priori ils n'auraient pas lieu de manipuler et pouvoir d'échanger entre eux sur des cours vraiment avancés, cours qui de toute façon, d'un point de vue économique, ne seraient jamais créés parce qu'ils seraient animés une fois tous les 3 ans et n'intéresseraient que très peu de gens. Donc ça a été les deux initiatives relancent une fois par des consultants et l'autre fois en mode plus, on va dire, managérial. Et après, du coup, depuis 2008, ça continue et perdure et je peux passer la main à ma collègue. Tu as déjà dit beaucoup.
Donc je vais peut-être juste me présenter rapidement. Donc Anne Lamarque, moi je suis manager sur Objet Direct Grenoble et aussi responsable de l'activité formation pour Objet Direct au niveau national. Donc comme l'a dit Thibaut, on a 3 types d'actions de formation, on va dire. Il y a le fait qu'on soit organisme de formation, les formations en soirée dont Thibaut vient de parler, mais je vais revenir un petit peu dessus, et puis les formations à midi aussi, qui sont un autre type de formation que je vais détailler juste après. Donc l'activité de formation, c'est vraiment une activité structurante pour Objet Direct, qui reflète vraiment notre savoir-faire, puisque maintenant on n'est plus partenaire de Valtech Training, on a notre propre catalogue de formation qu'on a basé vraiment sur notre expertise. Il y a vraiment une adéquation entre les cours et notre savoir-faire. C'est tous les consultants en fait, d'Objet Direct qui ont créé ces cours. Donc je vous disais que c'était structurant pour Objet Direct, déjà d'un point de vue interne, puisque ça permet aux ingénieurs à la fois monter en compétences, mais aussi animer des formations sur des technos qui sont recherchés, qui sont des nouvelles technologies et des technos émergentes. Et aussi, c'est aussi une garantie d'avoir des missions sur ces technos-là, puisqu'on est connu via notre catalogue de formation sur ces technos. Ça permet aussi de progresser et d'apprendre, puisqu'ils ont accès aux formations, ils les suivent, et on fait pas mal de nouvelles technos du coup, pour pouvoir écrire des cours également. D'un point de vue externe, on s'en sert pour la prospection, et également, c'est ce que tu disais, c'est lié avec la partie d'avant, étant donné qu'ils ont accès à tous ces cours, c'est vraiment une garantie aussi de leur niveau, et notamment pour toutes les personnes certifiées, puisqu'il y a des AID. Et puis d'un point de vue recrutement, ça nous permet d'attirer pas mal de talents spécialisés du coup, qui viennent via le catalogue de formation. Qui soit ont suivi des formations, soit ont vu qu'effectivement on était assez à la pointe sur certaines technologies, donc ça nous a donné envie de rejoindre Objet Direct. Donc ça, je vais passer rapidement parce que c'est un peu ce que j'ai expliqué aussi. Donc ça permet aux consultants d'avoir, on leur propose de nouveaux challenges, que ce soit pour écrire les formations, pour se certifier, pour les animer, pour devenir formateur, et puis ensuite ils les animent de façon régulière. Ça leur permet aussi, sur la façon d'écrire une formation, de monter en compétence, puisqu'il y a plusieurs personnes qui constituent un comité en fait, qui est chargé de vérifier la qualité des contenus, que ce soit d'un point de vue technique ou pédagogique. Donc il y a un certain suivi derrière la rédaction de formation. Et puis pour tous les autres ingénieurs, ça leur permet de suivre les formations quand elles sont animées et puis quand c'est possible de sortir de mission, ou sinon d'y avoir accès en auto-formation de façon assez libre. Ensuite, pour revenir plus particulièrement sur les autres types de formations qu'on a mis en place, donc la formation en soirée, Thibaut en a déjà pas mal parlé, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Ce que je peux dire de plus par rapport à ce qui avait été mis en place à la base, c'est que maintenant on utilise le DIF sur ces formations-là, qui est assez intéressant pour les collaborateurs, et puis on en profite pour dîner tous ensemble. Et les formations à midi, donc là c'est un concept beaucoup plus court. On appelle ça formation, mais c'est plus des présentations qui permettent d'avoir vraiment un vernis sur une techno, de pouvoir en parler, mais sans forcément aller plus loin. Et puis il n'y a pas de prérequis, tout le monde peut y assister, quel que soit leur niveau. On ne descend pas en profondeur dans la technique. Donc pourquoi on a mis en place ce type de formation et ce que ça nous apporte? Donc d'un point de vue managérial, on souhaitait que les gens progressent, et eux aussi, pour leur évolution de carrière notamment. Donc c'était un bon moyen de les faire progresser. Et puis d'un point de vue, donc ça c'était pour les formations en soirée notamment, et d'un point de vue commercial, lorsqu'on présente des ingénieurs à nos clients, on a besoin qu'ils aient un minimum de learning, même sur des choses qu'ils n'ont pas vues ou sur lesquelles ils ne sont pas experts, en tout cas qu'ils connaissent au moins de quoi ça parle. D'où les formations à midi, qui leur permettaient vraiment de pouvoir en parler. Donc ensuite, comment on choisit tous ces thèmes de formation à midi ou formation en soirée? On a un comité de cellules techniques qui, eux, vont nous pousser les sujets qui sont un peu à la mode, qui sont émergents. Ensuite, il y a d'un point de vue vraiment les chefs de projet techniques qui vont nous dire on sait qu'il y a telle et telle lacune sur les équipes, donc c'est aussi des sujets qu'on va mettre en avant. Et puis, il y a aussi des remontées d'un point de vue commercial,
qui disent je sais que les clients ont souvent tel besoin, donc on va former nos ingénieurs plutôt là-dessus. Donc il y a tout un processus du coup pour choisir ces formations. Pareil dans tout ce qui est rédaction et validation, c'est à chaque fois validé par la cellule technique. Et puis ensuite, les formations donc, sont animées, pas forcément par des formateurs certifiés de notre offre formation, mais par tous les ingénieurs qui ont envie de s'essayer à la formation. Et puis ensuite, on a une évaluation à la fin de chaque formation pour pouvoir les améliorer de manière continue. Sur le bilan RH. Donc, je suis Florence Gaillet, je suis la responsable du recrutement pour le groupe Viséo. Je m'occupe plus particulièrement d'objets directs ici sur Grenoble. L'année dernière, donc, pour vous donner un peu une visibilité de ce qui a été fait. Donc, il y a eu 7 actions de formation en soirée, en formation à midi, donc certaines d'entre elles ont été jouées 2 fois. Il n'y en a pas eu que 7. Il n'y en a pas eu que 7 au total en termes de jours ou de dates prises par les collaborateurs pour être présents à l'agence. Ce qui a représenté un volume de 446 heures de formation reçues par les collaborateurs. Et ce qui nous a permis de former 87% des collaborateurs de l'agence. Donc aujourd'hui sur l'agence, pour vous donner un ordre d'idée, à l'époque on était 60. Il y a donc 52 collaborateurs qui ont reçu une action de formation, ce qui est assez notable, sachant qu'ils reviennent sur la base du volontariat le soir, ou entre midi et 2. On est quand même une société de service, ils ne sont pas tous à l'agence. Et donc ça veut bien dire aussi que ça a un vrai rôle et un vrai levier au niveau RH sur leur adhésion à l'entreprise. Et ils ne nous voient pas comme un nom en haut d'une fiche de paie, ils nous voient vraiment comme une structure qui leur apporte et qui les enrichit au quotidien dans leur pratique, dans leur métier. Et ce qui nous a permis aussi de mettre en valeur 252 heures de DIF. Donc on est sur du hors temps de travail et donc ils reçoivent une indemnité dans le cadre de ces formations en soirée. Donc sur cette année, pour vous donner un ordre d'idée, donc on a structuré un peu différemment, parce que du coup les formations entre midi et 2 sont sous-présentes, parce qu'elles pouvaient l'être l'année dernière. Même une formation en soirée, maintenant on est vraiment sur un rythme d'une formation à midi par mois et d'une formation en soirée. Et donc on a déjà donné 5 actions de formation depuis le début de l'année. Il y a donc déjà eu 336 heures de formation reçues, 39 collaborateurs formés, donc à fin avril. Si on considère le mois de mai, on va être pas loin des 400 heures déjà reçues en termes d'actions de formation. Et on est aujourd'hui à 153 heures de DIF. Donc pour nous au niveau RH, ça a vraiment une vraie valeur parce que du coup on considère que ça a un vrai rôle sur la certification des collaborateurs dans l'entreprise. Et là-dedans, on n'inclut pas tout ce qui est action de formation du fait qu'on soit organisme de formation. C'est vraiment toutes les formations qui sont faites en dehors du temps de travail. On a imaginé mettre en place des formations spéciales candidats. Donc, les formations en soirée, jusqu'à présent, on pouvait pour certaines les ouvrir aux candidats et leur permettre d'être présents avec nos collaborateurs. On a pris l'initiative depuis l'année dernière de les dédier pour certaines sessions exclusivement aux candidats. C'est une façon un peu différenciante parce que du coup on transmet du contenu de manière gratuite à des candidats. Il n'y a pas de volonté d'avoir un retour forcément sur investissement. L'idée c'est qu'on puisse percevoir qui nous on est au travers de ces actions-là, que les candidats viennent vers nous et que du coup on échange. Et en même temps, concrètement, on les voit en action, on les voit en équipe. On les voit interagir lors d'un projet informatique, puisqu'ils ont, dans le cadre de ces formations, une réalisation du TP. Et donc, c'est un bon moyen et un bon levier d'action de recrutement. Donc, l'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée, on a fait une spéciale, une session dédiée aux candidats qui étaient pour les étudiants, donc sur PanGap HTML5. Ça nous a permis de concrétiser 3 embauches. Donc, dans ces 3 embauches, il y avait des candidats qu'on avait déjà vus par préalable. On les a invités à ces sessions-là. Enfin, la plupart d'ailleurs avaient été rencontrés au préalable. Et on leur a demandé d'être présents. Et ça nous a permis en fait d'assurer les compétences des gens et de les voir en action à part entière. Et c'était vraiment une très bonne façon de vivre en fait le recrutement aussi avec les gens. Pour terminer, je vais faire un bilan plutôt côté opérationnel.
Donc d'un point de vue collaborateur, ça leur apporte plusieurs choses. Déjà pour tous ceux qui souhaitent devenir formateurs, ça leur permet de se lancer une première fois dans cet exercice-là, et non pas face à un public qu'ils ne connaissent pas, mais face à leurs collègues, qui sont normalement beaucoup plus tolérants. C'est des formations qui sont accessibles à tous, qu'ils soient en mission ou pas, qu'ils aient des projets prenants, ils peuvent suivre ces formations. Donc ils apprécient, puisque dans certaines sociétés c'est plus compliqué pour pouvoir suivre des formations. Ça permet surtout un partage de connaissances dans une bonne ambiance. C'est beaucoup moins formel que ce qu'on peut avoir dans les formations clientes. Et puis c'est vraiment se former pour se faire plaisir, même si c'est pas en lien avec une mission. Si on sait qu'on ne refera jamais cette techno, au moins ça permet de voir d'autres choses et de changer un peu les idées aussi. Donc d'un point de vue managérial, comme je vous le disais tout à l'heure, on note une vraie progression des ingénieurs qui ont une meilleure culture générale sur beaucoup de sujets. Ça permet d'homogénéiser justement leurs compétences, qui est un socle qui soit commun à tous les ingénieurs. Et puis il y a une certaine émulation technique aussi qui vient de ça, puisque les gens ont envie toujours d'en savoir plus et d'en apprendre plus. Et comme le disait Florence, ils se retrouvent vraiment dans Objet Direct. Ça permet vraiment de créer un ADN et de ne pas être juste la société qui les embauche, mais vraiment leur société auquel ils tiennent, et puis même de garder un lien entre eux, parce qu'ils sont souvent chez des clients à droite, à gauche, donc ça permet vraiment qu'ils soient soudés. Et puis par rapport au recrutement, c'est vraiment une approche qui est différenciante pour les deux raisons que citait Florence, que ce soit pour la transmission de notre ADN et de notre philosophie, ou pour nous de pouvoir les évaluer différemment aussi. Donc, juste pour conclure, aujourd'hui nos formations en soirée, donc, elles sont dédiées à nos ingénieurs et à nos candidats. Aujourd'hui on se pose vraiment la question de savoir si ça peut être pertinent pour d'autres qu'on propose ce type de formation, qui est beaucoup plus courte que des vraies formations, et qui aurait lieu aussi en dehors du temps de travail pour appliquer ce même modèle à d'autres sociétés. Donc, je ne sais pas si vous avez un avis sur la question. J'ai une question à vous. C'est qu'est-ce que vous faites pour les collaborateurs qui n'ont pas la disponibilité personnelle le soir? C'est pas une obligation, donc après il y a étant donné qu'on organise des formations, qu'on en organise régulièrement, en fonction de leur demande, ils suivent des formations comme les autres en journée également. Après ils ont accès à tous les cours et les TP, que ce soit les formations en soirée ou pas, ils y ont accès quand ils veulent. Permet d'avoir un oui, aussi, mais c'est pas le même type d'action, mais c'est en plus en fait les formations en soirée. C'est pas à la place c'est pas parce qu'on va suivre des formations en soirée qu'on les inscrira pas sur des formations normales et vice versa en fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas une discrimination pour ceux qui ne peuvent pas suivre une formation en soirée? Est-ce que vous n'arrivez pas à ça? Vous avez des collaborateurs qui sont dans cette situation? Merci de bien vouloir parler plus fort pour l'ensemble de la salle. Sinon, oui. En fait, dans les 87% par exemple des collaborateurs formés l'année dernière, il y a déjà combien d'hommes et combien de femmes? Je pense que autant, ouais, autant en fait, justement, j'ai regardé les chiffres de plus près dans le cadre de l'analyse. Sur les 52 collaborateurs, il y a, par rapport à la proportion, dans l'effectif aussi, puisqu'on n'est pas sur un effectif à 50-50, les métiers, on est plutôt sur du 30-70 dans l'effectif à l'agence. Mais en fait, elles seront disponibles. Très honnêtement, dans la vie de l'entreprise, on a d'autres moments de rencontre. Notamment ce soir, il y a une réunion d'agence. Ce soir, il y a 58 personnes inscrites. Donc en fait, c'est du volontariat et en fait, je pense que quand il y a vraiment, par exemple, sur la formation qui a pu avoir lieu sur Photoshop parce qu'ils avaient tous besoin d'outils pour maqueter mieux leurs applications. Et pour retoucher leurs photos. Et pour retoucher leurs propres photos et pour se faire plaisir aussi à la maison. Je pense que celle-là, elle est beaucoup plus féminine que les autres, par exemple. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'aussi, on ne fait pas que de la technique pour de la technique, on fait aussi des choses qui apportent de la méthode, qui apportent de la technique. Il y a des formations sur l'agilité et les jeux agiles. Et donc, ça rééquilibre aussi, au travers des sujets, les intérêts de tous. On fait en sorte que tout le monde y trouve son compte dans les contenus. Et je pense pas qu'il n'y a pas de notion discriminante. Et si la personne, elle ne veut vraiment pas venir, on fait en sorte qu'elle puisse accéder au contenu pédagogique et avoir un expert qui puisse relayer l'information si nécessaire.
moins que j'ai loupé, mais quel impact sur le turnover? Vous en avez parlé. Est-ce que vous avez mesuré un impact complètement? L'impact, en fait, c'est que globalement, au niveau d'objets directs, on est sur un seuil inférieur au marché. C'est-à-dire que le marché de l'informatique aujourd'hui est autour de 21%. Voire non. Les grandes sociétés de services sont plutôt de 21% de turnover. Et on est plutôt sur du 13% de turnover. Après, on ne le mesure pas directement, on ne sait pas si c'est grâce, voilà, si c'est vraiment grâce à ces formations ou pas. Non, en tout cas, ça crée une certaine place. Voilà. Je veux dire, on est parti de cette situation. Inversement, ça pourrait jouer l'effet inverse. C'est effectivement, on est une société qui a un certain niveau d'exigence et d'attente vis-à-vis de ses collaborateurs, même si on n'est plus une société si jeune que ça. Et effectivement, on leur propose énormément de choses. Alors certes, ils disposent, mais pour des gens qui ne disposeraient jamais de venir consommer les formations, ça pourrait aussi avoir un effet de split avec la société, ce qui pour autant en soi n'est pas grave. Enfin, je veux dire, ça veut dire que finalement ils adhèrent moins et vont aller se retrouver ailleurs. Enfin, donc c'est pas vraiment un objectif de réduire le turnover, c'est vraiment plus de travailler sur la population pour leur apporter ce qu'on a dit à l'embauche qu'on allait leur apporter et qui est difficilement compatible avec le métier de la société de service où on a des gens clairsemés partout. Oui, mais sans que ce soit un objectif d'ailleurs. Oui, non, mais ça. Ça peut avoir un effet de bord, mais qui n'est pas mesurable. Bon, merci. Merci beaucoup.